Salut tout le monde, vous êtes de retour sur Esprits épiques dans le cadre de nos vidéos en marge de notre actual play. Et aujourd'hui, on est de nouveau très heureux de recevoir Luc pour parler d'écriture, de scénar et de campagne. Salut Luc, ça va? Salut Arnaud. Oui, très bien, merci. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, on se retrouve à l'époque, au moment où l'épisode 15 vient de sortir, qui est le premier épisode où on rentre véritablement dans la campagne. À la base, on avait un nom différent pour cet épisode, mais je me suis dit, tiens, on va mettre le nom véritablement du scénar de Luc pour qu'il voit que ça y est, c'est parti. Donc, ça a pris plus de temps que prévu, je t'avoue, pour rentrer dans le vif du sujet. Mais ça y C'est est, important la mise en bouche, c'est important. on y est. Alors aujourd'hui, on va parler de ta campagne que moi, déjà, pour commencer, que j'ai pris énormément de plaisir à lire. Elle est hyper sympa à lire. Ce qui est intéressant aussi dans la campagne, on en reparlera peut-être, c'est que tu as la partie campagne, où vraiment on a toutes les aventures qui se poursuivent. Et ensuite, on a la partie avec les personnages, donc les joueurs, quoi, et leurs personnages et leur accroche dans le scénario. Et par scénario, on a leur quête personnelle ou ce qu'ils ont fait de précis en rapport avec l'intrigue principale. C'est extrêmement sympa à lire et surtout, ça permet d'anticiper un petit peu les réactions des personnages. Ça permet de préparer des quêtes secondaires et ça permet aussi de voir un petit peu les personnages qui collent à l'histoire et comment ils ont collé à l'histoire. Et puis tout ça est suivi d'une pelletée d'aides de jeu, ce qui fait qu'on a quasiment tout en main pour jouer. Donc déjà, un gros plaisir de lire ta campagne. Euh, alors, peut-être la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment te vient l'envie d'écrire? J'imagine que c'est pas la première fois que tu crées ou que tu t'inspirais de sources pour créer un scénar. Qu'est-ce qui te donne envie de dire, OK, cette fois-ci, c'est parti, je fais un truc structuré, je garde tout et on y va? C'était pas la première, mais c'était la première campagne aussi structurée quand même. Enfin, avec de là à sortir un bouquin comme j'ai pu le faire. Enfin, et c'était le but. Enfin, je l'ai écrite comme ça parce que les précédentes étaient structurées, mais quand même sur des feuilles volantes, etc. Donc là, il y avait cette volonté de voilà de faire un exercice plus académique, on va le dire comme ça. Mais voilà. Ensuite, l'origine vraiment de la campagne, honnêtement, c'est assez difficile parce que quelque part, il y a une espèce de maelstrom, de plein d'idées qui arrivent. Il y en a une qui accroche. Il y a une fois un concept qui est arrivé sur le 7 et sur les 7 sœurs. Te dire exactement de pourquoi à ce moment-là ça a accroché. Je voulais faire une campagne en tout cas différente qui sorte de ce qu'on pouvait faire dans le commerce. Et donc il y a eu plein d'inspirations en fait. C'est des scènes de films, c'est des musiques, c'est des visites que j'ai pu faire, c'est des lectures que j'ai pu avoir. Un bouquin qui s'appelle La promesse de l'ange, qui se passe, un polar qui se passe au Mont-Saint-Michel et qu'on va retrouver en filigrane dans un des chapitres. Voilà, c'est plein de choses. Et puis, à un moment, je prends des notes, j'essaye de structurer ça. Ça prend des mois, en vrai. Et puis, un jour, je me mets un coup de pied là où il faut et c'est parti. Mais alors, est-ce qu'il y a un fil rouge au bout d'un moment, donc tu as des idées sur différents scénarios, et qu'est-ce qui fait le fil rouge, en fait, de la campagne? Est-ce que c'est est-ce que c'est les antagonistes? C'est les méchants un peu, non, j'imagine? C'est les méchants, mais je voulais un méchant différent. Là aussi, en fait, alors je veux pas trop en dire, mais effectivement derrière la notion de cette sœur, il y a un élément hyper important en fait, qui est un des ce que tu appelles antagonisme, l'adversaire en fait, au final, qu'on va découvrir au fur et à mesure, qui est un adversaire assez intangible en fait. Et pour le coup, je me suis très inspiré de la vraie histoire avec un grand H dans lequel alors qui s'appelle pas tout à fait les sept sœurs, mais quand même, je vais pas donner trop d'indices, mais voilà, des choses comme ça qui existent dans la vraie vie. Et donc après, j'ai effectivement tiré la pelote en le déroulant en combinant en fait des notions autour des sept sœurs, mais qui viennent plutôt de l'astronomie, de la religion. Enfin, les sept vertus capitales, il y a les Pléiades qui sont appelées les sept sœurs, et des sept cascades qui sont aussi les sept sœurs en Californie. Bref, il y a différents endroits comme ça, enfin différents inspi qui, mis bout à bout, deviennent des idées, des bullet points, puis ensuite progressivement une matière un peu plus structurée. D'accord. Et alors, je pense que pour ceux qui nous regardent, un petit peu, c'est quoi ta méthode d'écriture? Est-ce que tu as, donc, tu as dit que tu avais pris plein de notes, plein de bullet points, donc tu as quoi? T'as tout le déroulé dès le début? Comment ça se passe?
Moi, je suis un mec assez structuré, c'est-à-dire qu'il y a une situation, un problème, une solution. Et donc, en fait, effectivement, il me faut ce squelette globalement que j'écris, pas forcément rédigé, hein, mais j'écris, que je décris pour qu'il suive toute la campagne. Et ensuite, et donc ça, c'est en début de mon document Word globalement. Et puis ensuite, j'ai des sections où je vais avoir les idées un peu en vrac pour chaque chapitre. Donc je sais ce qui va s'y passer. Je sais que le thème principal, ça va se passer dans un monastère, par exemple. Je sais qu'il va y avoir des énigmes. Je sais qu'il va y avoir telles actions qui vont se passer, mais on est vraiment de l'ordre du très très macro. Et puis, avant ça, j'ai tout mon squelette qui décrit les différentes étapes de la campagne et comment les personnages en fait vont progresser dans la découverte de l'intrigue. Donc il y a à la fois cette pensée un peu en étoile, on va dire, dans la partie chapitre où je stocke tout plein d'inspiration sans trop creuser, et puis il y a cet aspect très structuré, squelette au départ, qui décrit vraiment toute la trame de la campagne. D'accord, mais alors, quand t'as ton, je sais pas, ton sixième, ton septième scénario et que les personnages arrivent là, est-ce que toutes les notes, tout ce que tu avais prévu fonctionne encore ou est-ce que c'est pas obsolète? Est-ce que t'es pas obligé de changer? J'ai des joueurs sympas d'abord, donc qui foutent pas trop le boxon dans ce que j'ai écrit. C'est important, ouais. Ou alors si je les ai bien dit de manipuler comme on veut, c'est une autre façon de voir les choses. Euh, non, moi je dirais que en tout cas l'écriture, elle s'est étalée sur 5 ou 6 ans en fait. Donc si j'avais pas eu squelette ce squelette, pour le coup, je me serais assez vite perdu dans les sous-quêtes, dans les quêtes personnelles en fait des joueurs, parce qu'effectivement, tu l'as dit en intro, mais il y a la quête principale et puis il y a plein de quêtes secondaires exécutées par les joueurs à deux, seuls, à trois, enfin bref. Et donc je me perdrais si j'avais pas ça. Il faut bien avoir en tête que, par exemple, quand les joueurs ont fini le chapitre 1, le chapitre 2, il n'était pas écrit, en fait. Et Ah, c'est que voilà. je me mets à l'écriture du 2 qu'une fois que le 1 est écrit. Donc, oui, sans doute plus ou moins inconsciemment, je m'adapte à ce qui s'est fait avant. Mais j'ai toujours mon squelette qui sert de fil directeur. Donc, c'est de l'adaptation, mais dans un cadre quand même assez défini. Et est-ce que pour le coup, une fois que le scénario est joué, tu te dis, OK, ça a marché, ça a moins marché, donc je vais réécrire le scénar en version finale, comme un petit peu ils le font dans les campagnes officielles où ils font des parties tests pour voir si ça fonctionne, si l'antagoniste, le méchant est trop puissant, moins puissant ou pas assez puissant, je veux dire. Comment ça se passe? Est-ce que tu réécris après coup? Je ne réécris jamais. Ah ouais, Alors, soit c'était bien du premier coup, mais j'aurais pas cette prétention. Non, il y a plein de choses que j'aurais faites différemment a posteriori, en tout cas des façons de jouer, pas forcément écrites d'ailleurs différents, mais des façons de jouer. Prendre plus de temps sur certaines séquences. Il y a deux chapitres notamment qui sont très marqués par l'aspect temps qui passe et que j'ai souvenir de pas avoir su bien fait jouer, enfin, de mon point de vue. En revanche, comme la campagne, je ne l'écris, enfin, je la fais jouer pour un groupe de joueurs et que j'ai pas un deuxième groupe de joueurs à qui je vais la faire jouer, je le repasse pas ou alors vraiment hyper à la marge en fait sur certaines choses. Mais dans les faits, peut-être tu me poses la question, je vois pas de truc qui n'ait vraiment pas marché en fait. Il y a des choses qui ont bien marché. classe. Le monastère, c'était vraiment un grand succès, enfin un joli succès, enfin une grande satisfaction collective. D'autres moins, mais bon, voilà, on passe au chapitre d'après. Mais non, je réécris pas. Je réécris pas particulièrement. D'accord. Et donc, ouais. Et donc, je renvoie à ceux qui vont lire la campagne, encore une fois, à la partie centrée sur les personnages, où au final, on peut voir comment eux, ils se sont adaptés un petit peu au scénario, comment ils en ont tiré l'essentiel pour leurs personnages, et également comment ils ont évolué dans leur quête principale en parallèle de tout ça. C'est super intéressant, et c'est super cool à lire. Et alors, rentrons justement, on a parlé on a évoqué différents types de scénarios. Pour le coup, ils sont assez différents les uns des autres. J'imagine que c'est quelque chose que tu voulais faire comme ça, non? Ouais, en fait, je voulais faire des choses très différentes, en essayant même d'en avoir pas deux pareils, en fait, en réalité. Euh, Là aussi, sans trop en dire, mais il y en a un qui est vraiment très nomade dans une expédition, globalement, à travers le désert. Il y en a un qui est plutôt en forêt, et il y en a un qui est très orienté par l'aspect connaissance du druidisme. Ça fera plaisir à ton joueur. Il y en a un dans un huis clos, il y en a un très urbain, pour le coup, il y en a un dans un endroit que je peux pas dire. Ouais. Donc effectivement, le but était de faire des choses très différentes parce que bah, les joueurs, il y en a qui accrochent à certains environnements, d'autres
d'autres moins. J'avais un rôdeur, par exemple, bah, lui, son trip, c'est plutôt la forêt, alors qu'un voleur, mais il se retrouvera plus en ville. Donc il fallait aussi faire des choses comme ça. J'ai pas de j'ai pas de grand théâtre de guerre, par exemple. Il y a pas de grande scène de combat, mais il y a pas mal de combats. Mais il y a pas, je sais pas moi, pour un paladin ou vraiment un chevalier qui voudrait charger sur son cheval, il n'y a pas ça. Mais le but était en tout cas de pouvoir d'avoir des chapitres très différents pour que l'expérience de jeu et le souvenir soient très différents, et deux, que ça puisse correspondre un peu tu vois, au goût de chacun, en fait. D'accord. Euh, Il y a un truc dont je voulais qu'on parle, c'est que pour moi, quand j'ai lu la campagne, très clairement, enfin très clairement, non, mais moi j'avais dans l'idée de, waouh, ok, il a pris cet événement qui est ancré un petit peu dans l'histoire de Donjons et Dragons, l'histoire des Royaumes oubliés, et il a fait toute une campagne pour en arriver là. Mais au final, quand on en discutait tous les deux pour préparer cette vidéo, c'est pas le cas en fait. C'est Ouais, venu tu par la parles suite. de la mâche peste et De la Mage Pest, ouais. du De la passage fin de Donjon de 3.5 pour passer à la 4. Je me disais, tiens, c'est la ouais. campagne. Il a fait une campagne pour faire ce switch-là. Pas du tout, en fait. Disons que c'était enfin, le coup de bol. Oui, c'était l'occasion. Le changement de version a dû se faire dans cette époque-là, avant 2010, je sais plus l'année exacte. J'avais pas du tout envie de jouer à DD4 de toute façon, parce que enfin, je crois que pas grand monde n'a joué à DD4, hein, en vrai. Ouais. Puisque d'ailleurs DD5 est le copie de DD3. Et donc non, c'était la bonne occasion, on va dire. Après, l'intrigue générale, effectivement, peut se finir sur un sujet très lié à la mâche peste, mais je voulais pas non plus que ce soit absolument obligatoire. C'est-à-dire que je trouve toujours ça assez frustrant d'avoir une campagne où, quoi qu'il arrive, même si tu as tout performé, ben en fait, c'est le méchant qui gagne, ou en tout cas, c'est ce qui était écrit qui se réalise. Ouais. Donc, il y a un truc qui puisse changer. Donc, à la fin, il y a effectivement plusieurs options. Une qui finit sur la mâche peste et qui est en fait une transition assez facile, effectivement, vers la quatrième version. Mais le but, non, n'était pas particulièrement de coller à ça, même si, parce que c'est arrivé juste à ce moment-là, mais c'est vrai par contre que je m'inspire beaucoup de tout ce qui s'écrit sur les Royaumes oubliés dans des docs officiels ou non officiels sur Internet. Parce que pour moi, c'est une source d'inspi, c'est plein d'idées, c'est plein de matières sur des personnages non joueurs, sur des lieux, sur des objets, etc., etc. Donc non, là, c'était un twist pot qui était intéressant à la fin, mais qui est arrivé sans doute en cours de route ou dans les premiers chapitres, en fait, et qui s'est intégré au final bah, assez bien dans une des oppositions, un des antagonismes que tu évoquais là, parce qu'il y a les sept sœurs, mais il y a aussi autre chose derrière, ouais. Ouais, en tout cas, ça fait un final de campagne, sans trop en dire, qui est assez épique et c'est assez jouissif quand tu lis ça. Tu as envie que tes joueurs arrivent jusque-là pour voir comment ça va se dérouler avec eux, quelle scène ça va donner. Mais en tout cas, ça, voilà, pour tous ceux qui ont lu la campagne, je pense que vous vous imaginez, vous voyez bien de ce dont je parle. On peut avoir une fin extrêmement épique. Je dirais Et même qu'il faut jouer le dernier chapitre pour tout la correct, parce que l'endroit où ça se joue est juste extraordinaire. Et alors, c'est sans doute pas le chapitre le plus simple à jouer, mais c'est en tout cas dans mon expérience de jeu un des moments les plus forts en termes de relation entre des joueurs. Je le raconterai dans une prochaine interview, mais des séquences assez incroyables de tension. Enfin, positive à la fin, hein, mais ouais, de mise en abîme des joueurs, de réflexion sur eux-mêmes, mais qu'est-ce que je dois faire pour en sortir? Et c'est vrai que ouais, je suis très content de ce final-là. Et encore une fois, ce qui est important, c'est que de laisser une latitude, c'est-à-dire que même si la campagne peut paraître un peu linéaire parce que on enchaîne les chapitres les uns après les autres, néanmoins le final reste dans les mains des joueurs. ah bah oui, complètement. Là, pour le coup, ouais, on a vraiment des fins à tiroir. Ça peut aller dans tous les sens. On reviendra dans une troisième vidéo sur comment mener une campagne sur la longueur et notamment les quêtes secondaires. On voit que ça a été énormément développé. Donc, moi, j'imagine, en fait, à la lecture, encore une fois, de ce qu'il y a dans la campagne, que pendant des heures, tu passes avec un ou deux joueurs à faire leur quête secondaire. Mais on aura l'occasion d'en reparler sur voilà, comment mener une campagne, comment intégrer ces quêtes secondaires sans y passer quatre sessions.
Et Bah, justement, un mot quand même là-dessus, et effectivement, on développera, mais l'exercice de l'écriture, pour moi, c'est un exercice assez solitaire. Par contre, le jeu est une expérience collective, quoi. Et donc, en fait, tu peux pas, même si tu as fait, toi et maître du jeu, une écriture que tu estimes formidable, ou pourquoi pas, mais euh, néanmoins, il faut que le jeu, il intègre les joueurs. Donc, ouais, c'est évidemment ultra important. Un truc qui se ferait avec Robert, comme avec Patricia, comme avec n'importe qui, ben, n'aurait pas de sel, quoi. Donc, il faut une adhérence forte, ouais. Important. bah, justement, tu fais la transition parfaite avec ma dernière question. Quand tu écris pour des joueurs, pour des personnages, ou est-ce qu'au contraire, tu vas parler à tes potes, tu leur dis, écoutez les gars, j'ai une campagne, par contre, il me faudrait un rôdeur, il me faudrait un magicien, il me faudrait... Tu vois, comment ça se passe? Euh, il faut avoir en tête que je joue avec les mêmes depuis une trentaine d'années maintenant, Ah même oui. un peu plus. Les archétypes sont assez formés. Chacun a un peu sa spécialité. C'est assez drôle d'ailleurs quelque part. Tu compares réalité et personnage, mais bref, je ne vais pas rentrer dans une analyse à la Mireille Dumas. Donc non, je programme pas et je demande pas particulièrement d'avoir tel ou tel personnage. Non, à la base, je considère que c'est à moi de m'adapter au goût de chacun. Après, les goûts, comme je les connais depuis longtemps, c'est pas vraiment une surprise. J'aurais un groupe qui me dirait on veut tous jouer des druides, des fans de nature, ou alors que un groupe de paladins, par exemple. Ouais, sans doute ça me mettrait un peu en difficulté, mais en fait, ça ne se passe pas parce que j'ai un groupe assez mixte, assez classique, on va dire, avec les grands archétypes qu'on peut connaître, quoi. Par contre, ce qui est aussi important, parce que moi j'entends ça quand tu dis antagonisme, c'est comment tu gères des antagonismes entre joueurs. Mais on y reviendra dans le chapitre dans le chapitre suivant. Mais voilà, il y a aussi un vrai sujet là-dessus, comment tu crées du jeu entre les joueurs. Ouais, mais mais comment on fait? Tiens, on pourrait donner un petit conseil aux gens qui veulent écrire une campagne ou qui sont débutants ou qui n'ont pas justement comme toi, et pour le coup c'est un petit peu mon cas aussi pour certains de mes joueurs, des gens que je connais plus depuis très longtemps, donc je sais un petit peu comment ils peuvent réagir à certaines situations. Moi, par exemple, j'ai tendance à voir ce qu'ils veulent faire comme personnage, gentiment les influencer sur, je sais pas, si je vais parler de Sin par exemple, qui joue sur la, enfin, sur ma version de la campagne ou en tout cas pour Esprits Épiques, où voilà, il me fait un druide qui veut être un petit peu avec l'histoire de la lune, tout ça. Je dis, ah oui, tu pourrais être avec, donc révérer ses lunettes. Il me dit, ah oui, et de là, de loin en loin, on voit que ça colle à peu près. Que ça colle à peu près avec la campagne. Quel conseil on peut donner aux gens qui vont écrire? Je pense que c'est la très bonne façon de faire. C'est-à-dire qu'il faut pas les contraindre. Il faut pas dire j'ai besoin d'un paladin alors que le gars veut faire un barbare. Parce que j'ai essayé une fois, ça marche pas, en fait. Savoir jouer un paladin, par exemple, quelque part, c'est un caractère et c'est assez difficile de jouer C'est pas quelqu'un de faux. différent de ce qu'on est soi, le joueur lui-même. Donc non, faut d'abord, je dirais, laisser assez ouvert les choses et puis quand même déceler dans les mots employés. Mais comme tu l'as dit, hein, pour Syn, c'est effectivement, la présence de ces lunettes est importante dans la campagne. Bon, bah, l'orienter, lui, vers cette déesse, c'est pas de la manipulation, c'est lui dire, bah, effectivement, moi, ça m'intéresserait d'avoir dans la campagne quelqu'un qui soit adepte d'eux, sans lui dire pourquoi, mais parce qu'il y aura du jeu là-dessus. Les elfes, par exemple, interviennent à plusieurs reprises dans la campagne aussi. Donc, pour moi, c'était important d'avoir un elfe. Donc ouais, je pense que c'est d'abord aux joueurs de se prononcer parce qu'encore une fois, la campagne, elle peut être super. S'il n'y a pas les joueurs, en fait, bah, elle prend juste la poussière dans l'étagère. Non, c'est d'abord aux joueurs et puis ensuite, une espèce de co-construction, quoi. Quand tu décrivais effectivement dans le document de la campagne, il y a un moment où il y a derrière chaque personnage, il y a le déroulement de leur quête secondaire selon les chapitres. Ça pour le coup, ça s'est construit aussi au fur et à mesure du jeu et des chapitres, puisque chacun accroche ou pas. Il y a des choses qu'il découvre ou qu'il découvre pas, donc il faut évidemment ajuster ça. Et ça, c'est quelque secondaire, c'est quelque chose où tu as des petites idées par avance, tu dis tiens, je lui propose ci, je lui proposé ça, ou est-ce que ça vient en cours de partie ou les deux?
Ouais, il y a l'écriture, en fait, j'ai écrit pour chaque personne. En fait, une fois que le joueur me propose son personnage, moi je suis pas très fan de caractéristiques, que je lui donne quelques règles de nombre de points de carac à distribuer, etc. Mais je m'en fous un peu, en fait, c'est pas vraiment le problème. Après, je lui écris un background, et quelque part là, je le cadre un peu, parce que dans Ah, son tu lui background, écris, ça c'est intéressant, tu lui écris c'est moi son qui écris le background. background. Ouais. Ouais, ouais, et enfin, en tout cas, sur cette campagne, c'est comme ça que j'ai fait pour tous les personnages. Et dès qu'il y avait un nouveau personnage qui arrivait, il me disait, ben, je voudrais avoir un rôdeur qui soit comme ci, comme ça. Ok, très bien. Voilà, pouf. T'as ton A4 qui te raconte ton histoire, d'où tu viens, à quoi tu crois et pourquoi t'es là globalement. Mais ça, c'est moi qui l'écris, effectivement. D'accord, ça c'est super, super intéressant. Alors moi, pour le coup, je fais un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que je vais leur demander de me faire, dans la mesure du possible, un background le plus fouillé possible, et si possible, en me laissant des portes ouvertes. De mon maître qui a disparu, tu vois, des choses comme ça, qui vont me permettre justement, moi, de rebondir et de soit intégrer des PNJ plus tard dans la campagne. Même si tout est écrit, tu as peut-être tes deux, trois premiers scénarios de plus ou moins écrits et ta trame de fête, et ben, moi, ça va me permettre de en quelque part tout remodifier, mais avec des PNJ, avec des lieux différents, avec des méchants différents, en fonction de ce qu'ils m'auront écrit. C'est pour ça que je suis frustré Ah, quand les ok. gens me font un background de 10 lignes. Je leur dis, bon, tu veux pas, mais bon, des fois ça reste comme ça et c'est tant pis, mais c'est peut-être mon défaut à moi, c'est que je vais avoir tendance à m'appuyer peut-être plus sur les personnages qui m'auront fait un gros background. Ça va me permettre de mieux les intégrer à la campagne et ceux qui ont un plus petit background, eh ben, ce sera plus au fur et à mesure, tu vois, que je Ouais. vais, en fonction de leur jeu, en fonction de de comment ils vont réagir, Non, mais que je ça me vais choque pas. les Et intégrer puis, à la campagne plus précisément, quoi. mais de toute façon, ça répond à une certaine logique. En fait, tu as des joueurs qui vont vouloir plus s'impliquer en tant que personnage dans la campagne, d'autres moins, enfin, pour lesquels c'est moins important. Donc c'est pas plus mal comme ça, hein, de toute façon. Non, non, et puis, dans la vraie vie, de toute façon, tu peux pas avoir une quête principale qui est trop, trop, trop importante. Enfin, une quête secondaire, pardon, trop importante, parce que si jamais le joueur, pour une raison X ou Y, disparaît de ta campagne, bah, C'est pour le ça. coup, il faut quand même que tu gères ça. J'ai jamais fait de remplacement, par exemple. J'ai jamais un joueur qui a pris un autre personnage. Ah, Tu vois, d'accord, qui a abandonné. d'accord. Donc il faut Mais quand même trouver le bon milieu. c'est vrai, on aura l'occasion d'en parler dans la troisième vidéo sur voilà, comment mener une campagne. Mais c'est vrai qu'on a des gens, des joueurs qui aiment bien avoir un personnage cadré dès le début et qui vont le jouer tel qu'ils l'ont imaginé tout du long. Et d'autres qui arrivent en disant, ouais, je vais jouer ça. Et puis en fonction de comment la campagne évolue, Hum, leur psyché va évoluer. Ils vont se trouver finalement à être, je sais pas moi, déprimés ou plus vindicatifs, alors qu'au début ils étaient plutôt peace. Mais voilà, disons que les événements vont les amener à. Et ça aussi, c'est intéressant. C'est aussi ce qui est bien, d'accord. je pense, dans le jeu de rôle, c'est que même si Donjons et Dragons comme c'est fait de manière générale, c'est peut-être pas le jeu de rôle où on va le plus rentrer dans la psychologie, où vraiment la psychologie du personnage va évoluer. Je pense à des jeux comme l'Appel de Cthulhu, où on va petit à petit se prendre des chocs mentaux, et donc, si tu veux, c'est plus facile de faire évoluer son personnage. Mais moi, j'ai toujours bien aimé faire ça, en tout cas avec mes personnages, c'est partir sur une psyché, et en fonction de comment se passe le scénario, de le faire évoluer, tout comme tout au long de notre vie, notre psyché évolue. Ouais, ouais, non, ça va. Ouais. Mais tous adhèrent pas forcément à ça. Donc il faut que tu composes avec, C'est avec ça. ceux qui sont bien à l'aise là-dedans et ceux qui le sont moins. Oui. Et on a aussi, enfin moi j'ai pas mal de potes qui jouent comme ça, ils font un personnage, et puis ils savent pas vraiment la personnalité qu'il va avoir. Ça va vraiment dépendre de peut-être des deux, trois premières parties, et surtout de comment ils vont s'entendre avec les autres joueurs. Tu vois, est-ce que le gars va être bougon? Il va peut-être être bougon parce qu'il y en a un qui lui prend la tête tout le temps, et que ouais, il va y avoir cette opposition entre les deux qui font que sa personnalité, au final, va se dessiner dans peut-être la première ou les deux premières sessions, et puis après c'est parti. Mais chacun voit un petit peu midi à sa T'as porte aussi. parfois des joueurs qui créent de l'antagonisme tout seuls, Ah hein. ouais, ah non, ouais. Je pense à un pote, Charlie, si tu nous regardes, qui lui adore Jérôme. pour le coup générer des antagonismes, et pour le coup c'est excellent parce que ça crée des moments de RP assez cool. Mais c'est le relou de l'équipe, quoi. C'est un peu ça. C'est une question de dosage après. Mais oui, c'est vrai. Mais en même temps, tu l'aurais pas, ça enlève du sel de la cuisine, Ah quoi. bah complètement, complètement.
Écoute, on arrive au bout de cette vidéo. Ça a été un plaisir de discuter encore avec toi. Avec Et, plaisir. eh bien, écoute, on se retrouve un de ces quatre pour parler de tout ça, pour parler de RP et de mastering. Et merci. Et en attendant, jouez, jouez, jouez. Exactement, jouez autant que vous pouvez, tant que vous en avez la possibilité et le temps. Ciao tout le monde, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de mettre un commentaire. Alors c'est très important pour nous, ça rend la chaîne visible et puis surtout ça nous encourage beaucoup. Ça nous donne beaucoup d'énergie pour continuer à faire des vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à mettre des petits pouces. Ciao tout le monde, à plus tard.